La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à cette première émission dans l'espace de 6 mois de Appalaches en quelques mots. Québec abaisse les seuils d'exposition à l'amiante pour les travailleurs. Un projet de règlement à cet effet a été publié dans la Gazette officielle pour consultation jusqu'au 10 octobre prochain. Cela vise la concentration de l'amiante dans l'air, plus particulièrement au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. À l'heure actuelle, la valeur d'exposition admissible à l'amiante varie de 0,2 à 1 fibre par centimètre cube selon le type d'amiante. Je vous rappelle qu'il existe 6 types d'amiante. Le projet de règlement vise à faire passer cette valeur d'exposition admissible à 0,1 fibre par centimètre cube pour les 6 types d'amiante, a expliqué la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, connue sous le sigle de CNESST. Cela s'appliquera particulièrement dans les établissements, incluant ceux des futures industries de la valorisation des résidus miniers contenant de l'amiante, a expliqué la CNESST. De même, cela permettra une harmonisation entre les seuils appliqués au Québec et dans les autres juridictions en Amérique du Nord, incluant le Canada, ont poursuivi les responsables de l'organisme. La FTQ Construction, qui représente la majorité des travailleurs de l'industrie, s'est réjouie de l'abaissement éventuel de ces seuils. Son directeur général, M. Éric Boisjoli, y voit un pas dans la bonne direction pour mieux protéger la santé des travailleurs. La modification de la norme était plus qu'urgente, a commenté M. Boisjoli. La FTQ Construction s'assurera que l'on ne s'arrête pas là. M. Boisjoli souhaite que davantage de gestes posés en matière de prévention et d'indemnisation, notamment. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a publié au cours des dernières semaines un rapport de 343 pages sur l'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés. Il avait notamment conclu que tout doit être mis en œuvre pour éviter toute augmentation de l'exposition à l'amiante et du risque pour la santé tant des travailleurs que de la population en général. En ce sens, une révision de l'encadrement et de la gestion de l'amiante doit être entreprise, avait également conclu le BAP. Après la période de consultation et en fonction des commentaires reçus, le texte final du projet de règlement sera déposé au Conseil d'administration de la CNESST pour adoption. Puis il sera soumis au gouvernement pour approbation en vue de son entrée en vigueur. Le député de Mégantic-l'Érable, M. Luc Berthold, a été nommé ministre du cabinet fantôme par le chef du Parti conservateur du Canada, M. Erin O'Toole. M. Berthold a été nommé responsable du Conseil du Trésor. Il s'agit d'une importante responsabilité
puisqu'il aura le mandat de scruter chacune des dépenses du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Ce qui ne devrait pas être une mince affaire, considérant que M. Trudeau réalise des déficits records et qu'il dépense sans compter de mentionner M. Berthold. Le directeur parlementaire du budget a d'ailleurs lancé une sérieuse mise en garde au gouvernement libéral en déclarant que le Canada ne pourra maintenir un tel niveau de déficit encore bien longtemps, sans quoi la dette deviendra insoutenable. Surveiller le Conseil du Trésor sera donc particulièrement important, a souligné M. Berthold. À la Chambre des communes, le député de Mégantic-L'Érable se mesurera au ministre libéral Jean-Yves Duclos. Je veillerai à ce qu'il rende des comptes en toute transparence et qu'il soit imputable des décisions qu'il prend avec l'argent des contribuables. Il ne pourra pas fuir ses responsabilités lorsqu'il endette les générations futures et lorsque son gouvernement nuit à la relance économique avec des programmes d'aide mal adaptés, a souligné le député Berthold. Luc Berthold entend accomplir ce nouveau mandat avec rigueur et diligence avec les membres de son équipe, comme il l'a fait dans le passé dans les dossiers d'agriculture, d'agroalimentaire, des transports, des collectivités et des infrastructures notamment. Je suis très fier de la confiance témoignée par mon chef, Erin O'Toole. Cette importante responsabilité me permettra de continuer de porter la voix des gens de la région jusqu'au Parlement et de défendre leurs intérêts. M. Berthold s'est également réjoui de voir la place de choix du Québec au sein du caucus conservateur. Je suis très heureux de voir que les députés du Québec vont continuer à jouer un rôle majeur sous la direction d'Erin O'Toole. Nous misons sur une équipe solide afin de mettre fin au mandat de Justin Trudeau et d'offrir aux Québécois et Québécoises une représentation forte à Ottawa, a conclu le député de Mégantic-L'Érable. Le Centre d'études collégiales de Lotbinière, sous la responsabilité du Cégep de Thetford, est maintenant reconnu. La députée de Lotbinière, Mme Isabelle Lecourt, en a fait l'annonce récemment au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann. Ce statut officiel permettra au Cégep de bénéficier d'un soutien financier accru pour la réalisation de ses activités. Depuis l'ouverture du Centre d'études collégiales de Lotbinière en 2014-2015, le Cégep a graduellement amélioré sa carte de programme dans le but de bonifier l'accessibilité à la formation. Il les offre maintenant à plus de 150 étudiants au Centre d'études collégiales de Lotbinière. Même pour la prochaine session, ce nombre pourrait augmenter à 180. Les programmes offerts sont le tremplin DEC, les sciences humaines, les sciences de la nature, les techniques de comptabilité et de gestion, les techniques d'éducation spécialisée et les techniques de bureautique. Le Cégep offre aussi l'attestation d'études collégiales en techniques d'éducation à l'enfance visant la reconnaissance des acquis et des compétences. Des services sont également offerts aux entreprises de la MRC. De plus, les années scolaires 2020-21 et 2021-22 seront celles du déploiement pour le service de la formation continue. Au nombre des faits saillants, mentionnons que le Cégep de Thetford exploite le site de Lotbinière depuis l'année scolaire
2014-2015. La demande de reconnaissance a été déposée en janvier 2018. À l'automne 2019, le seuil de 150 étudiants inscrits à temps plein à l'enseignement ordinaire à un programme d'études menant au diplôme d'études collégiales a été atteint. Je suis très heureuse de l'annonce de la reconnaissance du Centre d'études collégiales de Lotbinière. Ce milieu d'apprentissage permettra aux étudiants de la région d'avoir accès à un enseignement supérieur et à une formation spécialisée de qualité dans un environnement dynamique et à proximité. Ce projet favorisera également le maintien et la création d'emplois, contribuant ainsi au développement économique de la MRC de Lotbinière, de déclarer Mme Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, que nous aurons l'occasion d'accueillir en fin de bulletin. Le conseil d'administration de la Croisée désire faire part à la population de la fermeture de ces 2 points de service de proximité, soit à Disraeli et à East Broughton, et cela depuis le 31 août dernier. L'expérience qui avait débuté le 1er septembre 2018 avait comme grand objectif de rendre disponibles les services aux membres de l'entourage de la personne vivant avec une maladie mentale et qui habite dans les municipalités environnantes de Thetford Mines. Objectif qui, il faut le dire, est présent au sein de l'organisme depuis 25 ans. Malgré toutes les actions et la publicité, les résultats se sont avérés non concluants. Par contre, il est important de rappeler aux personnes vivant sur tout le territoire de la MRC des Appalaches qu'ils peuvent continuer de recevoir les services de la Croisée. Au besoin, nous pouvons nous déplacer, mentionne-t-on, du côté de l'organisme. La Croisée poursuit sa mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui représente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel. Bien soutenus et bien informés, ceux-ci sont l'une des clés du rétablissement de leurs proches et ils font partie de la solution. Veuillez prendre note également que les ateliers thématiques offerts par la Croisée à toute la population ont dû être reportés à des dates ultérieures. Les espaces qui étaient prêtés à la Croisée à East Broughton, à Disraeli, Kenners Mills et Hadstock ne sont plus disponibles à cause de la fameuse pandémie. Pour Thetford Mines, la Croisée a loué une salle chez E2RT, à savoir l'espace entrepreneuriat région de Thetford, qui est situé au 81 de la rue Notre-Dame-Ouest pour un maximum de 20 personnes. Une inscription est donc obligatoire en téléphonant au 88 335 1184 et le prochain atelier aura lieu le 20 octobre prochain à 13 h, ayant comme thème le chantage affectif. La Croisée vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre compréhension. Le Centre de services scolaires des Appalaches annonce la fermeture de 2 classes en raison de la présence de cas confirmés de COVID-19 dans 2 de ces établissements. En effet, nous avons reçu la confirmation de cas de COVID dans les classes de 5e année de l'école Plein Soleil, secteur polyvalent de Thetford, de même que dans une classe de 2e secondaire, groupe 02 à la polyvalente de Thetford. Cela entraîne l'isolement des élèves de ces groupes classes jusqu'au
18 septembre, inclusivement, selon les recommandations de la Direction de la santé publique, a indiqué le directeur général du Centre de services scolaires des Appalaches, M. Jean Roberge. Ce dernier faisait cette déclaration vendredi dernier. Alors, mentionnons en fin de bulletin que nous allons recevoir Mme Isabelle Lecourt, qui va nous entretenir des dossiers qui ont été abordés lors de la venue à Thetford Mines du premier ministre, M. François Legault, au centre des congrès. Alors, demeurez avec nous dans quelques petites secondes, Mme Isabelle Lecourt. Alors, Mme Lecourt, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça me fait plaisir. Alors, on a eu la grande visite à la fin du mois d'août. La visite, en tout cas inattendue, parce que c'est relativement rare qu'on a droit à visite de premier ministre en cours de mandat. Oui, bien, c'est très rare. Moi, j'avais parmi nos 32 maires dans le comté, je parlais avec un maire qui fait plus que 30 ans qui est en fonction, puis il n'avait jamais vu ça, un premier ministre en cours de mandat, de faire la tournée des comtés. Vous parlez des maires, ce sont les gens qui faisaient partie, finalement, parlons d'un comité de travail ou de la session de travail en question, mais ce n'était pas nécessairement les maires de la MRC, mais les maires de la circonscription. Oui, c'est ça. Il y a 32 maires dans la circonscription de Lotbinière-Frontenac, puis malheureusement, en fonction de la salle, ben j'ai pu inviter seulement 23 maires. Donc, il a fallu que je fasse des choix difficiles. Mais par exemple, les maires qui ont été présents ont beaucoup aimé l'expérience, puis de pouvoir s'adresser directement au premier ministre, là, ils ont beaucoup aimé ça. La formule n'était pas facile compte tenu que le temps était très réduit. Oui, c'est ça. C'est certain, là, on n'avait pas 1 heure par maire non plus, là. Donc, il y avait 2 à 3 minutes. C'est moi qui gérais le temps. Puis, on a quand même discuté là, de divers sujets. Puis, il y avait plusieurs maires qui avaient les mêmes sujets, là, les mêmes préoccupations. Donc, donc, il a fallu faire vite puis aborder des dossiers très importants, mais sans tout développer. Oui, mais moi, par exemple, j'ai eu une séance de travail avec M. Legault avant la rencontre des maires. Donc, j'ai pu, moi, adresser les problématiques là, les plus importantes au premier ministre. Qu'est-ce que vous retirez de cette rencontre-là, de cette session de travail-là? Bien, moi, je trouve que c'est très positif. J'ai eu, dans ma séance de travail, ben, je lui avais parlé de l'observatoire à la suite du BAP, du rapport du BAP. Je lui avais dit que ça serait très important que l'observatoire soit dans le comté. Et ben, il a confirmé durant le point de presse que ce serait dans le comté. Donc ça, je suis très contente. Et aussi, l'Internet haute vitesse, c'est un problème dans toutes les régions du Québec. Et durant le point de presse, justement, il a confirmé qu'on n'attendrait pas après le gouvernement fédéral, puis on irait de l'avant pour brancher les régions. Puis après ça, on demanderait les transferts. Là, vous venez d'aborder 2 sujets majeurs, 2 dossiers majeurs. Si on revient sur l'observatoire, oui, on peut s'attendre à des résultats concrets dans combien de temps? Parce qu'il faudra donner le mandat, parce qu'on ne connaît pas le mandat encore, la composition et tout ça. Alors, quand est-ce qu'on aura des précisions? Bien, le rapport du BAP a été déposé, je pense, à la fin juillet. On a eu quelques jours pour le lire. Puis, moi, j'ai communiqué plusieurs fois avec le ministre pour savoir c'était quoi les enlignements, tout ça. J'ai rencontré aussi divers intervenants dans le comté pour savoir c'était quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, tout ça. Donc, moi, je travaille. Là, maintenant, là, je prends mon bâton de pèlerin. Puis, c'est là que mon travail commence.
Parce que qu'est-ce qui est important pour moi avec le rapport du BAP, là, c'est que depuis que je suis élue, tu sais, on entend des histoires qui tiennent pas la route. Donc, moi, c'est important pour moi que le BAP vienne confirmer que les données qu'on a, bien, premièrement, on n'a pas de données, puis que ça va être important d'en avoir. Donc, l'observatoire va être hyper important à ce niveau-là. OK. Et est-ce que vous êtes en mesure de dire, là, jusqu'à quel point l'observatoire va avoir des pouvoirs, là, parce que est-ce que ça sera seulement consultatif ou ça pourra aller plus loin? Bien, là, à ce stade-ci, je ne peux pas vous répondre encore, mais moi, j'ai ma petite idée, puis j'ai fait des rencontres aussi à savoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme observatoire. J'en ai parlé au ministre aussi. C'est important d'avoir un observatoire qui est indépendant. Puis qui puisse avoir des données scientifiques, puis qui ne soit pas non plus attaché à aucun ministère parce qu'on veut qu'il soit indépendant puis qu'il ait une crédibilité. Le laps de temps, vous n'avez pas d'idée? Le laps de temps, bien, le ministère de l'Environnement va faire les fonctionnaires vont faire des recommandations en novembre. OK. Donc, d'ici novembre, il n'y a rien qui va vraiment se développer à ce niveau-là. Mais moi, j'ai eu des rencontres avec le ministre, justement, cet après-midi aussi, pour discuter de certains points. Puis, ensuite de ça, il va y avoir de l'avancement, mais je ne pourrais pas vous donner de date encore. OK. Sauf qu'il y a des suivis qui sont en marche. Oui. Internet haute vitesse, est-ce qu'on peut considérer que le dossier est réglé? Bien, pour moi, c'est la grosse part du travail là, est réglée au niveau politique parce que la décision a été prise qu'on irait de l'avant. Là, maintenant, il reste de la négociation entre les entreprises qui peuvent brancher le Québec. Puis ça va se faire là, au cours des prochains mois. Puis ensuite de ça, on va pouvoir aller de l'avant. Ah, ça ferait déjà 2 résultats concrets, finalement. Vraiment, oui. D'autres dossiers importants qui ont été abordés, je pense à Escapade. Oui. Le suivi de ça, vous disiez que ça semblait être le montage financier qui devrait être revu. Est-ce que vous avez eu des développements ou des rencontres depuis ce temps? Bien, j'ai eu beaucoup de conversations, beaucoup de rencontres avec Pascal Binette, le maire d'Adstock. On a eu des rencontres aussi avec les investisseurs. J'ai eu des rencontres avec le bureau du premier ministre, le cabinet aussi de développement régional. C'est un dossier que j'ai beaucoup travaillé. C'est un dossier que je veux qu'il aille de l'avant. On l'avait présenté aussi à M. Legault. Puis M. Legault, il y a beaucoup d'argent qui va être investi par les investisseurs. Mais il y a une grosse partie qui devrait être fournie par le gouvernement. Et on trouve que cette partie-là est trop grande. Okay. Donc, on aimerait ça que les investisseurs puissent y mettre un petit peu plus là, de sous pour qu'il y ait moins de risques pour les citoyens puis l'argent public. Madame Lecourt, je vous bouscule, il nous reste 1 minute et demie. Juste pour un petit mot sur le dossier Pultral. Oui. Est-ce qu'il y a eu des développements? Bien, c'est ça. Moi, c'est un dossier, ça aussi, que j'ai fait plusieurs suivis. Là, le ministre m'a dit qu'il s'occupait de la situation. Puis je vais refaire d'autres suivis avec lui, là, mais je pense que ça regarde bien. Bon, alors malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, c'est très rapide, hein? Une dizaine de minutes. On vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Bien, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, quant à vous, on vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit.